Bien, je propose qu'on commence maintenant qu'on est au complet. Merci à tous et à toutes d'être venus à cette première causerie du midi. Là, les midis des livres, c'est un dispositif qu'on a créé pour parler des livres à la bibliothèque dans un cadre un peu plus convivial qu'un amphithéâtre. Et quelle meilleure occasion de parler des livres que de recevoir André Tavares, qui vient de publier aux éditions de la Villette son essai qui s'appelle Vitruve hors texte, biographie d'un livre, dont on va parler aujourd'hui. André Tavares est architecte, éditeur, curateur. Il est chercheur à la faculté d'architecture de Porto. Il a été aussi coordinateur de la Triennale de Lisbonne pendant plusieurs années. Et en 2006 même, il a créé les éditions Daphné à Porto. Donc il est à la fois éditeur et historien du livre, on pourrait dire. Historien du livre comme objet, comme architecture. Donc il a publié notamment en 2016 un livre au CCA et chez Lars Muller sur l'anatomie du livre d'architecture, qui vient juste d'être réédité dans un format pas poche, mais paperback, qui vient aussi d'être traduit en japonais. Voilà, les livres d'André circulent. Il a aussi publié aux éditions B2 ce petit livre sur Charles Siclis. On n'a pas tous les livres d'André Tavares à la bibliothèque de l'école d'architecture, mais on va y travailler. Il a publié également un ouvrage sur Alvaro Siza aux éditions Daphné en 2017. Et puis, très récemment, ça vient de sortir, un livre qui s'intitule Architecture Follows Fish, An Amphibious History of North Atlantic, qui est une enquête assez incroyable sur la pêche et toutes les infrastructures de pêche dans l'Atlantique Nord et en particulier au Portugal. Ça vient de sortir au MIT Press. Mais on va surtout aujourd'hui parler de son livre sur Vitruve avec d'autres intervenants que je vais présenter. Donc Maria Bruna Fabrizi, qui est architecte aussi. Alors, vous êtes tous architectes, éditeurs et curateurs, on va dire. Maria Bruna est enseignante à l'école d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est. Elle enseigne l'histoire et la théorie de la représentation architecturale. Elle a fondé à Paris une agence qui s'appelle Microcities avec Fosco Lucarelli, qui a l'honneur d'être là. Et ensemble, ils animent, ils produisent et ils éditent un site internet qui s'appelle SOC Studio, qui est une sorte d'atlas visuel en ligne. J'ai lu cette petite phrase sur le site un voyage non linéaire à travers les territoires disjoints de l'imagination humaine. Voilà, donc il y a des choses sur l'architecture, sur les arts visuels, sur la photo, le cinéma, le son, etc. Donc c'est une sorte de production ouverte comme ça, qui mobilise à la fois des images et des commentaires, du texte. Voilà, et puis avec Fosco Lucarelli, ils ont été commissaire de l'exposition The Form of Form dans le cadre de la Triennale de Lisbonne en 2019. Et puis Marc-Antoine Durand, qui est aussi architecte, curateur et éditeur, qui enseigne la théorie et la pratique du projet architectural à l'école de Clermont-Ferrand, qui a présenté récemment son exposition sur l'agence Barthaud et Barthaud à l'école d'architecture de la Villette. Là, c'était, vous avez décroché il y a quelques jours. C'est une exposition itinérante qui a été montrée d'abord à Nantes
qui est très très passionnante exposition sur ce couple d'architectes. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont architectes? Oui. Couple d'architectes qui ont marqué un peu le paysage architectural dans les années 90-2000. Ils sont un peu moins connus aujourd'hui, mais grâce à cette exposition, on en reparle. Et en 2018, Marc-Antoine a fondé les éditions Asfound, avec comme mission de publier en plusieurs langues des textes importants de théorie de l'architecture du XXe siècle, plutôt second XXe siècle. Des textes de Smithson, de Mannheim, de Rudolf Schindler, de Hans Koloff. Il y a quelques-uns de ces livres qui sont sur la table. Voilà, donc l'idée de cette petite causerie méridienne, c'est de discuter un petit peu de ce livre qui a été publié dans un premier temps au Goethe Verlag en anglais en 2021 ou 2022. Et qu'on sort là, qu'on a sorti en septembre aux éditions de la Villette dans une version, je dirais, un peu révisée, élargie, avec des nouvelles annexes et une iconographie un peu élargie. Et qui est un livre je vais laisser André en parler mieux que moi, mais qui est composé de deux grandes parties. Une partie qui est une histoire éditoriale de cet écrit de Vitruve qui a circulé sous de multiples formes éditoriales. Donc, tu vas dénombrer près de 300 éditions différentes dans toutes les langues et dans tous les formats. Et donc, tu as étudié un peu la géo-histoire de cette diffusion de ce livre, avec des moments d'accélération, des moments plutôt d'inertie, des moments où le livre a été saisi par d'autres domaines, d'autres disciplines, d'autres usages. Et donc, ça c'est dans la première partie. Dans l'autre partie, tu pars d'une toute petite phrase qui décrit un espace, un atrium tétrastyle, 4 colonnes, qui est un des types d'atrium que décrit Vitruve dans le livre 4, je crois, si je me souviens bien. 6, et qui est décrit en quelques mots, comme ça, une phrase, et tu pistes toutes les manifestations, on pourrait dire, toutes les illustrations architecturales de cette petite phrase de Vitruve. Voilà, donc à travers ce livre, tu essayes de comprendre un peu la place du livre aussi dans la culture architecturale et les usages que font les architectes du livre. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on élargira ensuite, après avoir discuté du Vitruve, sur un peu les usages et pratiques du livre dans notre petite tribu indigène d'architectes. Voilà. Peut-être je te laisse la parole d'abord, André, pour parler un peu plus de ce livre, et puis on laissera Maria Bruna et Marc-Antoine te questionner sur ce travail. Merci Pierre, merci à toute l'équipe des éditions de La Villette et à Maria Bruna et Marc-Antoine d'être ici, et merci à vous de votre curiosité. Je suis là un peu dans les deux angles de conversation. Et peut-être je peux très rapidement raconter l'histoire qui me mène à ces livres. Pierre a expliqué que je fais plusieurs travaux en tant qu'architecte, mais pas tellement dans le projet architectural. Et ça, c'est dû à un moment donné à une certaine manque de travail en tant qu'architecte au Portugal au moment de la crise économique 2006, 2008, 2010, quand je commençais mon activité professionnelle. Et j'aimais beaucoup écrire. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire le doctorat sur l'histoire des technologies, le béton armé, d'où le petit Sicli, le Charles. Et j'ai compris que la recherche, c'était une hypothèse d'être où on veut être. Le petit livre sur Sicli, c'était une histoire autour d'une villa
construit à Porto avec le dessin et les projets de plusieurs architectes de Paris. Et pour étudier une villa à Porto, je devrais être à Paris. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir et j'ai compris que c'était une stratégie de recherche. Si je veux être à Paris, bon, je trouve un sujet de recherche qui fait du sens pour être là. J'ai terminé le doctorat et je me suis demandé qu'est-ce que je fais encore. Je n'avais pas de travail, alors j'ai fait un projet de recherche. Je faisais de l'édition. L'édition, ça donne beaucoup de travail, mais ce n'est pas un travail, sauf pour ceux qui la prennent au sérieux, comme Pierre Branquic et l'autre. Et là, il fallait trouver une façon de continuer mes recherches. J'ai pensé à qu'est-ce que le jury de la candidature va dire à ce rapport professionnel. C'est une recherche appliquée à ce que je fais. Je vais étudier l'histoire du livre. J'ai fait ce projet de recherche pour aller à Montréal, au Centre canadien d'architecture. C'était un projet très beau. Quand je l'ai lu après terminer le travail, j'ai compris qu'il n'y avait rien là-dedans, mais c'était complètement vide. Mais j'ai réussi à trouver les sous. Je me suis rendu à Montréal, dans une bibliothèque extraordinaire, en train de faire une recherche sur les livres et l'architecture. Tout vague, comme ça. Et la bibliothécaire m'a demandé, mais quels livres? J'ai dit, tous les livres. J'en veux tout, quoi. Je veux tout découvrir. Mais on a 55 000 livres. On peut sortir 10 livres par jour, on peut négocier un peu ça, 20 livres peut-être, mais... Bon, le travail a pris quelques années. Je me suis beaucoup amusé à le faire, à découvrir la bibliothèque et surtout à découvrir les rapports entre ce qu'on pense en tant qu'architecte, comment on imagine l'espace, comment on imagine le monde, comment on voit le monde finalement étant architecte, et comment est-ce qu'on applique cette compétence, ce savoir-faire dans l'espace du livre, dans sa matérialité, dans sa forme, dans ses dynamiques. Et ça m'a conduit à 5 lignes d'entrée. Et dans ces 5 lignes d'entrée, si je me souviens bien, c'était la page, après je l'appelais texture, après la double page, si on pense pas seulement à la page, mais à la double page, et ça, c'était un peu la surface. Après, on commence à tourner les pages et ça donne le rythme. Finalement, ça donne la structure et après la structure, la taille, l'échelle. Et l'échelle, c'était la dimension, le 5e point de ces logiques qu'on peut appliquer en tant qu'architecte et en tant que constructeur de livres. Ça m'a donné beaucoup de plaisir, mais à un moment donné, j'avais un peu marre d'être dans les bibliothèques. C'est amusant, c'est sympathique. Je vois qu'on a une très belle atmosphère ici. Mais alors j'ai commencé à imaginer faire un travail sur les pêches et les poissons, alors sortir complètement de la bibliothèque, et c'est ça l'autre livre qui vient de paraître. Mais ce qui arrive quand on fait des choses qu'on aime et qui ont un peu de succès, c'était le cas de l'anatomie, c'est qu'on a des commandes. Vous avez fait ces livres. Et à Zurich, ils avaient l'envie de travailler avec la bibliothèque de Werner Oechslin. C'est une bibliothèque très particulière, d'un ancien prof très particulier aussi. Une bibliothèque extraordinaire. Et à la fois de travailler sur les poissons, je me suis vu dans un petit village dans les montagnes de la Suisse, dans une bibliothèque qui n'avait pas 55 000 livres, mais quand même beaucoup. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le livre sur les livres, je l'avais déjà fait. J'étais un peu là, zut, bon.
j'ai commencé à un peu marcher dans les étagères, et j'ai pris une chose qui était un peu laissée en ouvert dans ce premier livre. Et c'était l'idée du premier livre, cette histoire. L'histoire commence, il y a toutes ces cours d'histoire qui commencent, les Romains, ça vient toujours en arrière. Et c'était pas le premier livre d'architecture imprimé. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était l'imprimé et ce rapport entre l'industrie et une certaine économie du livre industriel, finalement. Et l'architecture, c'était pas le premier imprimé, mais ça n'importe pas beaucoup. Et c'était quelque chose que j'avais un peu repéré. Et chez cette bibliothèque en Suisse, j'ai compris qu'ils avaient numérisé la plus grande part des éditions de Vitruve qu'ils avaient physiquement dans la bibliothèque. C'était une vingtaine d'éditions numérisées. Bon, j'ai commencé à repérer toutes les éditions numérisées. Et là, j'ai compris deux choses. Que ce qu'il y avait dans le numérique n'avait rien à voir avec ce qui existait dans le physique. C'était deux mondes à part, d'un côté. Et de l'autre côté, qu'il n'y avait pas une bonne overview, comment est-ce qu'on le dirait en français, panoramique, sur ce qui étaient les éditions de Vitruve. Vraiment, qu'est-ce que c'était Vitruve, finalement? J'ai commencé à essayer de lire quelques essais très intéressants, très fascinants, mais toujours très spécifiques, très détaillés, très précis, sur des aspects très précis. Il y avait une bibliographie des années 70 qui donnait une panoramique jusqu'à 1900 à peu près. Et j'ai commencé à comprendre, encore avec le digital et avec le numérique, qu'il y avait un vide pour le XXe siècle et qu'il y avait beaucoup d'éditions du Vitruve au XXe siècle. Et c'est là que j'ai dit, je vais écrire un petit essai pour Vitruve et pour raconter cette histoire du Vitruve imprimé. Qu'est-ce que c'est que ce livre en tant qu'objet physique qui traverse les siècles, finalement. Et le point de repère pour la deuxième partie, c'était que je ne voulais pas être rattrapé dans les bibliothèques. Et je disais, il faut faire le lien avec qu'est-ce que c'est que ça dans la pratique. Et ce rapport entre pratique et imprimé, architecture imprimée et architecture bâtie. Et ça, c'est un peu l'histoire, la genèse et les départs de ce livre qui après a été un peu plus grand que ce que je voulais, mais assez compact, j'espère, pour une lecture joyeuse. Sans dire plus, peut-être je vous laisse la parole pour qu'on puisse un peu parler plus directement sur ces choses. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Bon, effectivement, c'est une lecture très joyeuse. Moi aussi, je vais m'adresser un peu aux deux, parce qu'il y a plus des étudiants et là, plus des étudiants. Ce que tu viens de dire, André, moi, ça me fait vraiment penser à cette histoire du militaire, du livre de Musil, L'homme sans qualité. Je ne sais pas si tu connais cette histoire du militaire qui décide à la retraite qu'il veut se cultiver. Pour se cultiver, il dit il faut que je lise. Donc il va voir à la bibliothèque et il dit si je lis un livre par semaine, je vais finir par y arriver. Il arrive, il voit qu'il y a énormément de livres. Il dit bon, il va peut-être falloir que je lise plus vite. Donc je vais peut-être 2 livres par semaine. Puis au bout d'un moment, il demande au bibliothécaire, il dit bon, combien il y a de livres ici? Il lui dit, je sais pas, 2 millions. Il dit, ah bon, alors il refait ses calculs, il dit, ok, donc je vais jamais y arriver. Puis il questionne ce bibliothécaire et à chaque fois, il a l'impression que le bibliothécaire connaît les livres. Il dit, ça c'est où? Il dit, ça c'est là-bas, ça c'est là-bas. Il dit, mais comment c'est possible? Vous connaissez tous les livres? Il dit, bien sûr, je connais tous les livres, mais la raison pour laquelle je connais tous les livres, c'est que je ne les lis pas. Et donc...
lui, il a une logique comme ça de catalogue, finalement, qui est très intéressante. Donc c'est assez cohérent, finalement, avec ce projet, de dire, comment est-ce qu'on peut parler de Vitruve hors du texte de Vitruve, donc en parlant des rééditions, des traductions, du voyage, donc de l'histoire et de la géographie de ce texte, et du déplacement ou des déplacements successifs de ce texte. Peut-être moi pour juste resituer, il y a un préalable, je pense, qu'évidemment on partage avec André, c'est qu'il existe une littérature d'architecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il existe une littérature qui est spécifique aux architectes. Donc ça veut dire que les architectes ne font pas les livres de la même manière que d'autres, mais comme les artistes ne font pas les livres de la même manière que d'autres, comme il existe une littérature artistique. Alors, la littérature d'architecture prise comme objet d'étude, ça c'est un sujet qui m'intéresse moi, qui est, on va dire, qui se retrouve dans ce modeste projet éditorial, qui se retrouve aussi dans mes enseignements, et que j'avais déjà croisé en étant ici à la Villette dans des séminaires de théorie où on abordait vraiment à la marge. Par exemple, j'ai un souvenir d'avoir eu entre les mains le livre de Julius von Schlöffer, Kunstliteratur, donc la littérature artistique, qui est en fait, d'une certaine manière, une approche extrêmement savante de cette question-là, c'est-à-dire de dire l'objet livre d'artiste, les livres des artistes, c'est un objet d'étude en soi. Et donc là, le livre d'architecture, c'est quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup. La deuxième chose, c'est que peut-être j'aime bien aussi le mot d'Umberto Eco qui disait, à peu de choses près, c'est peut-être pas exactement ça, mais traduire, c'est dire presque la même chose. Évidemment, tout est dans le presque. Et moi, j'ai l'impression, quand j'ai lu ça, que rééditer et aussi traduire, parce qu'effectivement, il est question de traduction, c'est aussi redire presque la même chose, mais tout ce qui est intéressant, c'est dans le presque. Justement, même la version, on en parlait juste avant, entre ces deux livres-là. Alors, il y a une question de traduction, il y en a un qui est en anglais, l'autre qui est en français, mais c'est pas tout ça. Éditer, c'est aussi travailler sur ce presque et essayer justement de restituer ça. Donc, moi, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et qui font que je trouve que j'aime beaucoup le travail d'André en général. Enfin, Anatomie et celui-là, Le Poisson, je ne connais pas encore, même si j'avais vu une conférence, je crois, au tout début de ta recherche à Porto. Et c'est ce qui fait que c'est effectivement un livre que je trouve assez génial et très joyeux dans la manière, finalement, d'approcher les choses. Et je dirais presque, je pense que c'est un livre qui peut donner envie de lire. Même si justement il s'efforce à ne pas rentrer finalement dans le contenu du texte vitruvien, mais de l'aborder par ses marges. Donc voilà, moi après j'ai quelques notes et quelques questions, mais peut-être on peut passer la parole et puis y revenir après, et voilà. Comme tu Marie. Oui, merci. Moi aussi, je voudrais me concentrer sur ces presque. C'est vraiment ce qui m'a le plus enthousiasmé dans ces livres. Parce que c'est vrai, tu parles des traductions, tu parles des rééditions, mais tu parles aussi des traductions entre les textes et l'architecture. Et là, il y a un gros presque. Une grosse distance qui se crée et un gros espace, entre guillemets, de liberté. Et je me rappelle donc... je vous ai demandé le permis parce que je vais un peu m'éloigner du thème des livres d'architecture. Mais je me rappelle quand j'avais entendu parler pour la première fois de ces recherches il y a un peu de temps à Paris-Est, j'avais présenté il y a quelques années. Il y avait un épisode qui m'était venu à l'esprit. Et donc je prends le tout pour t'en parler. En fait, ça m'a fait penser à toute une autre histoire, au moment que les Tolkienettes, donc on parle dans notre monde... dans la fin des années 70, ils n'avaient jamais écouté des disques de Joy Division, donc en Angleterre, tout un autre groupe, mais ils avaient lu les revues de leurs disques. Et ils avaient été fascinés par cette idée des ambiances sombres, de monde compliqué. Ils ont décidé donc de faire une chanson à partir que des revues de Joy Division, sans les écouter. Donc c'est une chanson qui s'appelle The Overload. Et, je ne sais pas si vous le voyez, c'est dans Remaining Lights, donc une des disques les plus connus. Et ces chansons, ce n'est pas une chanson vraiment de Joy Division, même s'il fait penser à eux, et ce n'est pas non plus une chanson typique, entre guillemets,
donc des Tolkienites. Et donc pour moi, cet épisode, ça m'était venu tout de suite à l'esprit, ça parle de cette distance qu'on peut construire. Donc le texte, il peut dire beaucoup de choses, il peut parler, il peut décrire, mais ça ne sera jamais complètement ce que c'est. Donc là, j'aurais une question à partir de ça, pour revenir aux architectes libres d'architecture. Dans les cas, donc, je parle, il y a une volonté très consciente. Donc l'idée de chercher quelque chose sans connaître l'origine. Pour moi, de quelque manière, les Tolkienites, ils sont un peu comme les lecteurs de Vitruve avant la découverte de Pompéi. Je ne sais pas si je pense que je veux dire. Donc, c'est un moment très important. Pompéi, bah oui, l'histoire du Vitruve. C'est ça, ils n'ont jamais écouté la vraie source. Donc ils ont tout fait à partir de cette nébuleuse autour. Et donc il y a une volonté de création, de quelque manière, dans le misunderstanding. Et là, toi, à la fin, tu termines le livre en disant les architectes maîtrisent la théorie et pratiquent l'architecture, ils naviguent de l'une à l'autre avec aisance et liberté. Et tu parles de références inconscientes, idées latentes, citations involontaires. Donc tout est caché. Est-ce qu'il peut y avoir une volonté consciente d'interpréter un texte, de le lire, de le détourner, comme il a eu pour Vitruve parfois avec Palladio? Est-ce que ça peut être une possibilité presque créatrice d'interpréter un texte? Le conscient. Oui. Ça je crois parce qu'il y a une ambition normative, une ambition de modèle, quoi. Presque. Pour revenir à la traduction. Et l'idée de ces livres, c'est qu'ils fonctionnent comme source pour qu'on apprenne, d'où le traité, d'où cette idée. Tu lis Vitruve et après tu sais faire l'architecture. Le cas de Perrault, c'est très intéressant au XVIIe parce qu'il n'a pas l'éducation formelle d'architecte. Alors, il va traduire le Vitruve, il va publier le Vitruve pour avoir l'autorité, pour gagner l'autorité, parce celui-là, dans son édition originelle, qui est un peu plus grande et très, très, très luxueuse, mais qu'il donne l'autorité, c'est-à-dire, et c'est pour ce qu'il... c'est la lecture et l'absorption, je dirais, de cette source classique qui donne ce... Et ça, c'est une volonté, je dirais, c'est exprès. Mais, et vous voyez dans les pages, il y a plusieurs formes. Il y a le texte de Vitruve du départ et après des commentaires et des petites notes marginales, d'autres choses qui viennent à côté, et aussi les illustrations, les dessins et les représentations, la dimension visuelle. Et ce qui est très très fort chez Vitruve, c'est qu'il a commencé à être réimprimé 1500 ans après être écrit, à peu près. C'est-à-dire, on ne comprenait rien de ce que l'autorité disait. Parce que la langue, c'était pas la même, les sources n'étaient pas les mêmes, les points de repère n'étaient pas les mêmes. Alors c'était un énigme, c'était un texte très flou, très incompréhensible. Et c'est ça qui donne toute cette vitalité. On veut faire ce que Vitruve dit pour faire, mais on ne le comprend pas. Et c'est là les commentaires, les traductions, les hypothèses, elles commencent à donner tout l'espace pour construire, pour dessiner, pour faire des choses fascinantes. Ce que tu montres dans le livre, c'est à quel point l'édition du Vitruve, de Perrault, a été capitale. Et que c'est cette édition-là qui, de manière privilégiée, a circulé dans d'autres langues. Oui. Peut-être parce que elle était la plus, comment dire, c'est l'édition où l'éditeur avait
à raisonner le texte de Vitruve avec le plus de volonté et avec un travail plus il y avait un sponsor qui beaucoup n'était pas mal. d'argent et qui fait que l'iconographie du livre est particulièrement luxueuse, avec ces gravures sur cuivre qui ont aussi beaucoup compté dans la diffusion du livre. Mais ce travail éditorial, cette marge du presque, finalement, elle a été investie de manière maximaliste par Perrault, là, dans ce cas-là, pour finalement adapter ce texte énigmatique à l'époque. Et que c'est ce travail éditorial qui fait que ensuite cette version-là du Vitruve a circulé peut-être plus facilement que d'autres dans l'Europe classique. Oui, tout à fait. Et notamment la version abrégée. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. D'abord, la version sponsorisée qui est très chère, c'est un livre très luxueux et qui donne l'autorité. Et la version abrégée publiée l'an suivant, ou 2 ans après, qui est très petite, très bon marché, très rapide à lire, et qui dit ce que Perrault veut dire, et ça n'a presque, toujours le presque, rien à voir avec Vitruve de base. Et ça devient en même temps haut de gamme, je dirais pas bas de gamme, mais une version pour le prestige, une version pour la circulation. Un peu comme l'haute couture, non? On fait des habits pour les passerelles et après on vend plus bon marché pour tout le monde, quoi. C'est un peu ce jeu. J'aime pas les images, mais bon, ça a échappé. Souvent ça échappe. Marc-Antoine. Sur ce côté flou, alors, justement, il y avait un mot dans la version anglaise, il y avait un paragraphe qui s'appelait vagueness. Et je trouvais que le mot c'est beau pour expliquer justement cette situation de flou. Alors, il y a un moment où tu exprimes une idée d'un paradoxe, où tu dis en fait le texte je crois que c'est moi qui l'ai écrit, peut-être que tu le lis, parce qu'après je sais plus si j'ai traduit ça ou aussi dans mes notes, mais bon, le texte originel n'est pas le texte d'origine, c'est-à-dire il y a quelque chose déjà, en fait on ne sait pas à partir de quoi on part, c'est-à-dire déjà le texte de Vitruve c'est pas un livre, c'est des codex, il y a des rouleaux, il manque des morceaux, il y a des parties qui sont illisibles, il y a ça passe d'une langue à l'autre, il y a aucune illustration, donc c'est quand même ça ce qui reste, et c'est des choses qui sont redécouvertes au Moyen-Âge, donc qui sont des copies de copies de copies de copies, donc dans lesquelles probablement des erreurs se sont glissées, etc. Donc il y a quand même toute une matière originelle qui est extrêmement floue, imprécise, parfois même il manque des bouts, quoi. Et en fait c'est ce côté illisible, c'est l'illisibilité et l'incompréhension partielle de ce qui est donné qui fait la force finalement qui appelle l'interprétation et qui rend possible ces détournements. Et ça c'est ça je trouve c'est vraiment très intéressant la manière dont tu le décris, voilà. Et puis ensuite il y a après l'instrumentalisation entre guillemets, c'est-à-dire effectivement, Perrault quand il fait son Vitruve, il assoit sa conception du classicisme français, il refait donc c'est aussi comme il y a plein d'exemples d'ailleurs dans les textes qui montrent comment finalement ce texte, les traductions sous Franco par exemple, il y a un moment où la traduction espagnole sous Franco, on voit bien que tout à coup le texte il est quand même utilisé aussi pour lui faire dire quelque chose. Sous le Troisième Reich aussi, et puis jusqu'à des relectures postmodernes aussi, qui là aussi reconvoquent le texte d'une autre manière. Donc il y a quand même toute cette histoire-là. Et pour avoir une question, il y a effectivement dans la deuxième partie du texte cette espèce de jeu, un peu d'inversion entre est-ce que la théorie précède systématiquement la pratique, est-ce que parfois la pratique n'anticipe pas la théorie, donc il y a un peu le jeu la poule et l'œuf, mais je trouve que aussi ce livre il met quand même en avant le fait que c'est une question, mais on a quand même les théories vitruviennes ou la manière dont on utilise Vitruve à partir
très tôt finalement, est-ce que ça participe, je pense, d'une projection anachronique, d'une conception du rapport entre théorie et pratique. Qui, par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, Vitruve, quand il n'écrit pas un traité. Ça devient un traité à partir du moment où on dit, tiens, voilà, c'est un traité. Quand il s'adresse à Auguste, on le lit, en fait, il explique voilà ce que c'est l'architecture pour un ingénieur militaire romain du 1er siècle, donc dans un empire qui est en extension, pour fabriquer une architecture rapidement, presque sans sol, enfin sans lieu, parce que c'est des territoires qui sont encore à conquérir. Enfin, c'était aussi la critique qu'en fait Alberti, la question de la région du lieu, etc. Donc il y a quand même un travail assez intéressant là-dessus. C'est-à-dire que finalement, lui, il explique ce que c'est que son métier sans visée théorique ou sans l'idée de faire un traité. Enfin, ça ne contient pas ça, même si les origines sont floues, on peut quand même le dire. Et ensuite, il devient traité, donc il a une destinée théorique qui est complètement folle, d'une certaine manière. Oui, par rapport à la première, au premier aspect, cette fluidité, Alberti, c'est un peu le contrepoids. Maintenant, quand on lit aujourd'hui Alberti ou Vitruve, on peut comprendre d'après Alberti comment faire. C'est plus pratique, dans le sens que ça donne plus d'idées. On fait comme ça, on fait comme ça. Et c'est ça un peu le désastre d'Alberti, qui n'a pas été réédité, qui n'a pas été repris de la même façon dont Vitruve, et la plasticité de Vitruve l'a permis de survivre. Par rapport à cette idée, cette relation théorie-pratique, je crois là, ça c'est vraiment... Et si on pense à aujourd'hui, si on pense en tant que praticien aujourd'hui, je dirais que c'est presque impossible de maîtriser, quoi. Comme on a une théorie et après on la pratique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'on a aussi un client qui n'est pas... on a aussi un terrain, on a aussi les pompiers, les avocats, la banque, on a tous ces gens. Et finalement, le projet, c'est quelque chose qui va entre les deux. Ce que m'a beaucoup amusé dans les salles tétrastyles, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est ce petit passage que j'ai repris où Vitruve dit il faut les atriums des maisons, les cavadiums, pour être plus précis, peuvent être de plusieurs formes. Ceux qui ont 4 poteaux, on les appelle tétrastyles et ils ont 4 poteaux finalement. Il ne dit pas plus grand chose que ça. Il y a beaucoup d'exemples où on voit comment les gens lisaient Vitruve pour faire ça, ou comment ils voyaient les images des éditions de Vitruve pour faire ces espaces, ces atriums à 4 poteaux. Mais ce qui est plus fascinant, c'est que c'est quand même normal. On a un espace qui est trop grand pour la portée de la dalle. Alors on met 4 poteaux pour que ça tienne mieux, quoi. Alors il y a beaucoup d'espaces où cette disposition c'est plutôt accidentelle et pas nécessairement consciente de Vitruve. Et c'est là que la pratique précède la théorie, quoi. Ça commence à inverser le jeu, et il y a le cas d'Artigue avec lequel je termine. Je ne sais pas exactement si c'est le livre ou les présentations que j'ai fait plusieurs fois, mais Vitruve n'a aucune référence à Artigue, n'a aucune référence à Vitruve. Il n'est pas en train de penser à Vitruve quand il dessine des maisons à São Paulo aux années 60. Mais finalement, tout est là. Même le cavadium, même l'impluvium, c'est la maison, c'est vitruvienne, même s'il n'a rien à voir avec le Vitruve.
Alors ces va-et-vient sont jamais très 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 précis. Et c'est ça qui me fascine aussi dans la recherche en architecture, pour revenir à ce monde. On a ambition de faire de la recherche une science, ce qui est très amusant aussi. Et maintenant que je travaille avec les poissons, ça devient plus ambitieux dans ce côté. Je travaille avec les biologistes, dit comme ça, biologistes, qui sont des scientifiques, quoi, qui veulent des données, et tout est précis. Mais finalement, les choses ne sont pas si précises que ça à la fin, comme l'architecture d'ailleurs. J'aime beaucoup le centimètre fort et le faible. Je ne sais pas si on utilise ça en français ou pas. Ah, c'est en millimètres, plus fort ou plus faible? Pour comme les grands et les petits mètres carrés. Oh oui, c'est les grands et les petits mètres carrés, c'est bien ça. Mais ce que disait Maria-Bruna tout à l'heure, c'est voilà, qu'il y a ce lien éminemment équivoque entre, disons, théorie et pratique, qui serait un peu deux modes d'existence de l'architecture, et qu'on ne cesse d'aller et venir entre les deux, et à chaque fois il y a des nouvelles valeurs, de nouvelles idées, de nouvelles formes qui s'inventent. C'est peut-être le moment de discuter du rôle de l'écrit dans la pratique architecturale, et peut-être de donner la parole à Maria-Bruna là-dessus, sur la nécessité pour les architectes que vous êtes, avec Fosco, d'avoir cette pratique de l'écriture et d'une certaine manière de l'édition, qui est une manière aussi de choisir dans le réel des choses qui font sens, de les mettre ensemble. Alors, pas sous la forme d'un livre, mais sous la forme de cet atlas visuel en ligne. À quoi ça vous sert comme architecte de faire ça? Parce que c'est une pratique que vous avez depuis quasiment depuis les études d'architecture, hein, au fond. Il est né comme une pratique pour organiser des idées, on va dire, pour organiser une nébuleuse des choses comme ça qu'on rencontrait, qui nous intéressaient, et qui petit à petit, donc, il a pris cette forme, qui est une forme très différente de celle du livre. Et ça m'intéresse beaucoup les parallèles qu'il fait André, par exemple, dans l'introduction à l'anatomie du livre d'architecture, dans lequel il se pose la question de ce rapport entre livre et architecture. Construire un livre comme construire une architecture dans laquelle on rentre, on passe à travers les pages, on a une fin, on sort de quelque manière. Et Internet, il propose une architecture très différente, mais c'est toujours une architecture, mais avec beaucoup de points d'entrée et beaucoup de points de sortie, et des connexions qui ne sont pas forcément linéaires. Là, on utilise ce terme, parce que dans un livre, on peut toujours ouvrir comme ça par hasard, mais on est quand même censé aller d'un point à l'autre. On a un début, on a une fin. Et les systèmes des liens, donc sur Internet, permet d'ouvrir et de relire les choses toujours avec des relations différentes. Chose qui fait qu'à chaque fois, dans cette nébuleuse, chaque élément il prend une valeur différente en fonction du point d'entrée et du point de sortie. Et quand André parle de la vie, un peu de ces livres de Vitruve, ça m'a fait beaucoup penser en réalité à ce système de rapports comme ils sont dans Internet. C'est plus un livre, c'est un système de livres. À la fin, c'est donc ce que tu décris, un système de livres qui voyage, qui change de forme, qui change de main, qui change de contenu. Donc finalement, c'est pas si loin que ça de quelque manière quand on sort de l'objet peut-être livre en soi et on pense à un livre comme un système qui voyage, qui prend Là, c'est vraiment très frappant quand on regarde toutes ces éditions de Vitruve. Ils n'ont rien à voir entre elles. Ils sont grands, ils sont petits, ils sont des couleurs, ils ont des... Et même là, c'est vrai, tout à l'heure, on parlait de ces deux éditions. Ce que vous avez fait ici, l'édition La Villette, c'est vraiment de donner toute une place à l'iconographie, par exemple. Toi, je pense que tu es content de l'atelier qui prend une autre forme. Il y a beaucoup ce type de travail qu'on aime bien faire aussi, parce que analogique entre des espaces après qui ont des différences. Et à ce propos, je voulais poser justement la question à André, si on reste dans cette idée de réseau un peu des livres, est-ce qu'il y a d'autres, à part Vitruve,
qui ont eu... Bah, je trouve que c'est un unicum, on est d'accord, parce que ça a été interprété avec autant d'années. Mais est-ce qu'il y a d'autres livres qui ont permis ce type de voyager autant à des idées, d'être mal interprétés ou repris, qui ont eu cette flou, c'est presque? Oui. Quel est le grand best-seller éditorial de l'histoire de l'architecture? À votre avis? C'est le grand best-seller éditorial? Oui. Vitruve? Vignol. Ah oui? Vignol, c'est vraiment le... on peut oublier Koulas, on peut oublier Ching, on peut oublier tous les grands best-sellers du XXe, parce que Vignol, c'est plus de 500 éditions jusqu'à 1900. Et Vignol, il n'a pas de texte presque. Il y a un petit peu de texte ici et là dans les gravures. Et c'est ça qui fait le grand succès de Vignol. Et c'est le livre de la pratique. Vitruve joue le jeu de la théorie, Vignol joue le jeu de la pratique, et c'est la pratique de l'architecte, la pratique des beaux-arts, de la copie finalement. On prend le plan et on fait comme Vitruve, selon Vignol. Alors, ce qui est très intéressant chez Vignol, c'est que ce sont des planches, ce n'est pas des reliures. On peut les relier, mais l'idée c'est qu'elles sont des planches individuelles. Et ça permet de recomposer les planches. Et il y a des éditions de Vignol qui sont plus hollandaises, ou plus françaises, ou plus pas portugaises, mais presque espagnoles, plus italiennes. Parce qu'il y a des éditeurs qui rajoutent les planches. Et surtout au XVIIe, XVIIIe, il y avait beaucoup cette culture des livres de planches, et on recompose les planches, et on recompose les systèmes graphiques ou textuels, mais plutôt graphiques, plutôt pour des livres d'images, comme votre site. Et en tant qu'éditeur, on a les planches, alors on peut les imprimer, et on les réimprime au fur et à mesure des besoins, et on les réimprime au fur et à mesure des audiences, des publics. Et ça, c'est très, très Internet, avant la lettre. Oui. Donc il y a une rupture technologique entre le livre imprimé et le site Internet, mais par contre, en termes de pratique anthropologique de lecture et d'usage de l'image et du texte, finalement, on retrouve cette même manière qu'ont les architectes de feuilleter, de piocher des choses qui leur sont utiles, et d'avoir cette lecture non linéaire aussi, même des livres d'architecture eux-mêmes. De Vries, c'est un autre auteur hollandais qui est très important, mais on peut aussi venir à Paris aux années 20, chez Sikli par exemple, et chez tous les architectes modernes, c'était Badovici, je crois, et d'autres éditeurs qui publiaient des planches. Et ils recomposaient systématiquement avec des photos, pas seulement des dessins, mais des photos, et ça donne des systèmes en architecture. C'est pas le livre en tant que livre page 1, page 190, mais c'est le livre en tant que système de production et système de distribution commerciale. Finalement, c'est ça qui va déterminer le circuit du livre, qui va l'acheter et quels sont les réseaux qui amènent le livre entre celui qui l'imagine et celui que l'utilise. Et peut-être pour revenir à ce que disait Marc-Antoine tout à l'heure sur l'existence d'une littérature architecturale, dont Vitruve serait un peu le paradigme, le pilier fondateur, disons. En fait, tu montres dans ton enquête que il y a eu plein de moments dans l'histoire du Vitruve où le Vitruve n'intéressait plus vraiment les architectes, notamment au XIXe siècle, avec une diffusion encore plus grande et mécanisée, disons, de l'imprimé, et où le Vitruve va intéresser plutôt les archéologues,
les philologues, les universitaires, plutôt que les architectes qui ne vont pas vraiment plus en faire usage comme un livre de modèle ou comme un manuel de la pratique ou une pensée de la pratique, et où on va avoir beaucoup d'éditions du Vitruve, mais qui ne sont plus des éditions pour les architectes. Oui, oui, tout à fait. Et là, c'est le texte qui commence à commander les éditions et les plusieurs présences de... Au fond, voilà, oui. Ça c'est l'exemple typique oui. d'un Vitruve de philologue. Oui, c'est ça. Il tient debout, comme les vrais livres, d'ailleurs. Mais ce qui va refaire le Vitruve rentrer dans les écoles d'architecture, c'est l'enseignement universitaire. Ce sont des bibliothèques comme celle-ci. Et c'est un peu, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai beaucoup appris cette idée du livre que tu as travaillé autour des raisons d'écrire, et la généralisation soit du livre économique, du livre de poche, du livre pour des étudiants, soit de l'enseignement universitaire après la Deuxième Guerre mondiale, qui va refaire le succès de Vitruve et qui va implanter le Vitruve dans toutes les écoles d'architecture Europe, États-Unis, comme le livre fondateur. Alors on entre à l'école d'architecture, on demande au prof quels sont les livres qu'on va acheter. On dit, bon, Le Corbusier et Vitruve. C'est un peu le jeu XXe siècle qui donne cette autorité à Vitruve. C'est le livre qu'on achète, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, est-ce que le lit vraiment... J'aurais dû acheter quelques bières. On m'inscrit en médecine. Et bon, et on le met de côté, Mais donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est le moment où, au XXe siècle, l'architecture devient une discipline universitaire parmi les autres, que oui. Elle a besoin de ces livres fondateurs, oui. du point de vue théorique, voire scientifique, oui. presque, et que le Vitruve redevient une référence majeure pour les architectes. Et on l'utilise et c'est toujours en forme d'autorité, c'est-à-dire, comme disait Vitruve, hein, vous l'avez entendu, j'en suis sûr, comme disait Vitruve, déjà Vitruve le disait. Et oui, c'est l'idée de l'autorité, quoi. C'est pas moi qui dis, c'est Vitruve. Et Vitruve, il est là depuis 2000 ans. C'est bon. Est-ce que peut-être il est temps de donner la parole à au public, avec des réactions, des questions, des objections? Oui, pour Vignol. Vignol, c'est devenu un terme générique. Il parle de vignoles de toutes sortes. Des vignoles du menuisier, des vignoles oui. Il y a même le vignol du pâtissier. L'homme qui a fait de pâtisserie pittoresque, un pâtissier du début du XIXe siècle, extrêmement célèbre, qui a inventé des pâtisseries en forme de temple grec ou de Rome, ou de carême. Le carême, dans les diverses éditions de son grand ouvrage, diffusion énorme, pendant 70 ans au moins, il y a toujours un vignol dedans. Une série qui s'appelle le Vignol des pâtissiers, avec des commentaires et des phrases extraites de Vignol. Vitruve n'est jamais devenu un ouvrage générique comme ça, il n'est jamais devenu un mot générique. Oui, parce que on peut lire le premier livre, l'introduction, où il dit l'architecte, c'est cette personne qui, sans le genius loci des sites, qui sait un peu de tout, de l'astronomie à la médecine, et on dit, l'architecte, c'est ce grand intellectuel qui comprend tout. Mais finalement, il n'est pas très pratique, comme Vignol, au contraire de Vignol. Et je crois que cette idée du Vignol du menuisier, c'est en effet de livre, c'est-à-dire Vignol est une autorité en tant que livre, en tant que titre,
et ce sont des manuels pratiques très, très diffusés au 19e et très importants au 19e. Peut-être pas tellement en Europe, mais certainement aux États-Unis, au Brésil, à des territoires de colonisation où il fallait, à travers les livres, acquérir des compétences techniques quand on les a pas eues en tant que formation technique ou académique. Et c'est là que Vignol prend un grand essor à côté des livres pattern books, je ne sais pas comment, des livres de modèles, des livres de modèles et c'est là que Vignol vraiment va même dans la pâtisserie. Je ne savais pas, mais c'est très, très beau, quoi. Ça me donne envie de... C'est Michel Verne qui avait écrit sur le traité de Carême. Il a fait un article. Ouais. Moi, j'ai fait un petit livre qui va paraître chez Petit. Sur Carême. Sur Carême. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Parce que en t'écoutant, j'ai pas lu le bouquin, hein, je l'ai en anglais dans les bibliothèques depuis longtemps. Faut pas le lire. Mais comme tu n'as pas lu Vitré, je n'ai pas lu ton livre encore. C'est une bonne guerre. Mais je vais étudier tous les formats. Puisque tu es déjà traduit plus d'une fois. Non, je suis assez amateur, moi, parce que je pense qu'on aurait besoin d'études, quelque chose d'une discipline qu'on appellerait l'architecture comparée. Bon, on avait fait un peu. La littérature en fait beaucoup, la philosophie, etc. Donc on aurait besoin d'une vraie discipline d'architecture comparée qu'on n'a pas. Et du coup, je suis amateur de bouquins sur la littérature comparée, parce que là, il y a des maîtres linéaires. Et donc aujourd'hui, ce qui se fait jour, et d'autant que les textes, Homère, la Bible, c'est encore plus compliqué que Vitruve, si je puis dire, pour arriver à en faire quelque chose. Parce que à trouver un urtexte, parce que littéralement, il n'y en a pas, il y a une nulle pareille. Et aujourd'hui, une chose qui se fait jour, c'est de ne pas regarder le texte lui-même, mais de faire ce que le frère de Nanni Moretti, le Franco Moretti, appelle distant reading, c'est-à-dire de se mettre très loin du texte de façon à en envisager plutôt la circulation, en faisant des graphes, des cartes. Enfin, tu connais peut-être son petit livre. Voilà. Donc je me demandais, et en gros, la visée étrique, il y a une visée herméneutique de voir les différences dans le contenu. Bon, ça, c'est ce que je dis de côté. Il y a une visée de circulation et puis il y a une visée de sociologie. C'est vrai qu'éditer Vitruve en poche à 2 € ou le faire comme Perrault dans une édition très chère, c'est pas la même chose. Ah, mais il y a la carte. Voilà. Oui. Donc je me demandais s'il y avait quelque chose comme ça, et si c'est quelque chose que tu as regardé, ou si c'est simplement une convergence. Je crois que c'est une convergence. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais entré dans ces histoires. J'ai jamais lu Franco Moretti, mais je crois que ça a à peu près la même source, et c'est les bibliothécaires, on pourrait dire, et c'est la bibliographie en tant que discipline aux années 80, aux années 70-80, qui commence à comprendre que l'histoire du livre ne se fait pas de l'histoire du rapport, ou je dirais d'une autre façon, l'histoire du rapport entre le lecteur et l'auteur n'est pas un rapport direct. Ce qui se passe ici, car je présume que tout le monde va aller lire le livre, je recommande, mais ce rapport, il est très très rare d'exister. Et le rapport entre l'auteur et le lecteur, c'est un rapport qui est médié par une grande chaîne de production qui va entre le lecteur et le libraire ou le bibliothécaire, entre les bibliothécaires et le diffuseur, celui qui porte le livre. Et souvent, ça met aussi en question la poste, ou les douanes, ou toutes les histoires de piraterie, anti-piraterie, de pirates et de contrebande, avec le rapport entre les éditeurs
et les fournisseurs de papier. Est-ce qu'il y a du papier? Quelle est la qualité du papier? Le prix du papier? Le prix de l'encre? Ou l'impression des images? Et finalement, peut-être entre l'éditeur et l'auteur. Il y a toute cette chaîne qui produit ce contexte culturel de la circulation du livre qui va donner des rapports précis pour cette médiation entre auteur-lecteur. Et c'est un peu et là, je dirais que c'est un peu une question de contexte, d'où la littérature comparée va beaucoup boire. Mais je l'ai appris un peu du côté de l'histoire du livre et de la bibliographie, finalement. Est-ce que les étudiants ont des questions? Moi, je me demandais si c'était une commande. Est-ce que Vitruve, il a écrit un tel. Parce qu'on sait que Perrault, il a ses raisons de se légitimer au sein du royaume. Par exemple, Vitruve, il voulait aussi légitimer sa place dans l'Empire. Il voulait prendre sa retraite, de ce que j'ai appris. C'est pas très sûr les conditions. Il était déjà âgé, il était apparemment pas un architecte très important, c'était quelqu'un dans le réseau. Et il écrit le livre qui systématise un peu tout ce qui était déjà écrit à ce moment, pour l'offrir à l'empereur, pour avoir une retraite. Pour que, très bien fait, vous pouvez être payé, ne pas aller avec toutes les armées, continuer à construire, continuer votre travail. Et je crois qu'il y a cette histoire un peu il y a d'autres qui ont étudié mieux que moi Vitruve à l'époque de sa vie, mais je crois que c'est un peu ça, c'est une espèce de projet de fin de vie pour avoir cette pension. Ça a marché. En son costume. Il touche encore les émotions. Merci. Il y a d'autres questions? Tu disais juste une dernière question, que Vitruve, il réorganise des textes qui existaient déjà. Oui, il y avait d'autres... Oui, il y avait le grand succès de Vitruve, c'est qu'il a survécu. Oui. C'est pas que c'était un très bon texte, il n'était pas très important à son époque, c'était encore un texte. Mais le fait d'avoir survécu, qui est assez rare, il y a d'autres textes qui ont aussi survécu, l'a donné une importance très grande au XIVe, au moment de réorganiser la société et de reconstruire un projet impérial finalement, le grand projet de la Renaissance, on pourrait le dire. Et ce que fait Vitruve, je crois qu'il le dit, il réorganise un peu tout ce qui existait, et apparemment il copie beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai pas... il rassemble des textes, des traités qui existaient, un traité sur les maisons, un traité sur les catapultes, un traité sur les eaux, un traité sur ça, un traité sur cela, et il rassemble toutes ces choses dans un ouvrage. Et ça c'est son métier finalement. C'est pas qu'il s'est dit je vais faire une théorie du zéro. Il ne le fait pas. C'est pas son projet, ça. Oui, c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup, c'est-à-dire de dire que les éditeurs par la suite se font aussi auteurs, font des emprunts à des éditions précédentes parfois, reprennent des illustrations. Donc il y a ce côté un peu collage, montage, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les éditions successives, jusqu'à un moment tu parles de pirates, il y a des éditions non officielles qui sortent, donc il y a les pirates, il y a du plagiat, donc ça parle évidemment de tout ça. Et effectivement, Vitruve, même quand
bon, même si on a quand même le droit de le lire. On voit aussi que dans son texte, il y a des registres qui sont extrêmement différents, c'est-à-dire il y a des fois, ça peut être effectivement un peu de l'ordre de la doctrine, puis parfois c'est presque de l'anecdote, du récit, quelque chose de beaucoup plus narratif. La naissance de l'ordre corinthien avec cette espèce de fable, enfin bon, j'ai un peu des souvenirs comme ça. Donc effectivement, il y a ce côté très composite du texte lui-même, qu'on retrouve après dans la manière aussi dont tu as de décrire la circulation, le voyage, et puis le déplacement, l'accumulation de ce texte qui se déplace, qui pose aussi la question aujourd'hui, peut-être c'est là-dessus aussi que tu abordais ça au début, c'est-à-dire que en quoi le numérique permet aussi des choses, ça permet aussi d'avoir une lecture de Vitruve telle qu'on ne l'a jamais eue auparavant, puisque ça permet d'accéder à des... et donc d'avoir des lectures faites d'emprunts, de fragments, de passer d'une édition à une autre de manière plus facilement, donc c'est intéressant. Notre vie est composite en général. Oui, il n'empêche que souvent les auteurs sur Vitruve ont tendance à contribuer à la solidification du mythe et du monument. Et ce qui est très réjouissant dans ce livre, c'est son côté, je dirais, presque iconoclaste, de montrer à quel point ce livre est incertain à ses débuts, à ses origines, et puis dans ses multiples ramifications éditoriales où il s'incarne dans des objets tellement différents et qui aussi peuvent être interprétés, qui orientent le lecteur vers des significations très différentes. Donc on sort du livre en ayant cette conscience aiguë d'une incertitude un peu énigmatique, mais au passage on a compris pas mal de choses sur les pratiques livresques et éditoriales et les pratiques de lecture des architectes. C'est comme si le Vitruve était une sorte d'analyseur de notre petit monde des architectes sur la longue durée. Mais je propose peut-être qu'on s'arrête là. Je pense qu'il y a certains enseignants ou étudiants qui doivent aller en cours. Et je suis très heureux et je vous remercie tous pour votre présence et votre participation à cette première causerie. La journée d'André n'est pas finie, puisqu'il présentera son livre tout à l'heure à la librairie Volume à 19h30 pour une signature du livre. Vous pouvez revenir pour rencontrer André. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Et à très bientôt pour une prochaine causerie du midi. Merci.